et un nouvel invité pour évoquer un sujet très sérieux et souvent très très inquiétant avec peut-être le retour des hooligans en Europe mais surtout en France, et ce phénomène pourrait-il se répandre au Qatar dans un contexte très particulier. On peut imaginer que la sécurité là-bas sera drastique, mais il y aura des supporters également, en tout cas de la foule d'étrangers qui viendront pour encourager leur équipe. Avec nous, Sébastien Louis, en ligne en direct. Bonsoir Sébastien Louis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de Ultra, les autres protagonistes du foot, aux éditions Mar et Martin. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez d'ailleurs un point de vue très précis sur le hooliganisme. Et pour commencer, il y a eu, après les incidents que l'on a connus à Nice, notamment récemment avec des supporters qui se coursaient, des hooligans qui se coursaient ou qui voulaient en découdre dans les tribunes, alors qu'il y avait des familles, des enfants. Il y a eu des incidents aussi en marge d'un match entre Auxerre et Marseille, et beaucoup d'autres choses encore. On a demandé à Alain Bauer, qui est un spécialiste en termes de sécurité, les instances en tout cas de proposer, de faire un rapport et une étude très très précise. Et je crois savoir, si vous pouvez nous rappeler d'ailleurs, Sébastien Louis, je crois savoir que vous n'êtes pas très en accord avec ce rapport. Que dit-il, le rapport Bauer, sur les supporters ? Quel est le phénomène ? Et vous, quelle est votre solution ? Alors, les solutions, elles existent en France. Mais bien évidemment, la Ligue a encore voulu accumuler un autre rapport à ceux qui étaient déjà préexistants. Je pense notamment à la mission d'information sur le supporterisme menée par le député Sacha Houlié et la députée Marie-Georges Buffet, qui avaient fait des préconisations très intelligentes dès 2020. Malheureusement, on demande à quelqu'un qui n'a aucune expertise en la matière de faire un rapport sur le sujet. Alors, il y a uniquement des fuites, et parmi ces fuites, il y a deux choses que l'on peut rappeler. C'est d'instaurer une carte du supporter pour identifier les supporters violents et des biais nominatifs. Ce sont deux solutions qui ne fonctionnent pas. Je vais vous donner un exemple très simple. En Italie, depuis 2006, existe le biais nominatif. C'est-à-dire que les gens doivent se présenter aux caisses du stade avec leur pièce d'identité qui est inscrite, donc on perd un temps fou, et ensuite rentrer dans le stade avec le même dispositif, avec un contrôle d'identité à la clé pour voir si le porteur du billet est bien celui qui correspond avec justement vérification de la carte d'identité ou du passeport. Et donc c'est un temps fou qui est perdu, et en plus cela ne sert à rien. Pourquoi cela ne sert à rien ? Parce que les violences continuent en Italie. Décembre 2018, avant Inter Napoli, un supporter ultra est tué lors d'affrontements contre les Napolitains à l'extérieur du stade. Janvier 2019, la même chose pour un match de 6e division. Deux groupes de supporters rivaux se retrouvent sur une route, il y a un mort à la clé. Voilà. Donc en Italie, c'est un des championnats les plus violents, avec 31 morts depuis 1920. Et donc, les solutions, la carte du supporter a été à moitié abandonnée, elle a été instaurée en 2010 là-bas, et elle ne sert à rien. La même chose avec le Portugal et la Pologne, qui ont instauré une carte du supporter et qui l'ont peu de temps après abandonnée. Donc ça veut dire que le rapport Bauer ne sert à rien par rapport aux fuites que vous avez eues. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Sébastien Louis. Alors non, il y a des suggestions qui sont intéressantes. Il demande justement de continuer avec le dialogue avec les différents groupes de supporters et notamment les supporters ultra. Il préconise également une individualisation des peines, mais il faut savoir qu'en France, on est souvent dans la sanction collective. Je rappelle que lors du fameux match, la saison passée, entre l'OL et l'OM, qui a vu un spectateur jeter une bouteille d'eau sur le terrain, le stade il y a eu un match à huis clos qui a été disputé suite à ça, avec un retrait de points. Sachant que le spectateur a été identifié, c'est un supporter classique qui a écopé de 6 mois de prison avec sursis et de 5 ans d'interdiction de stade. Donc pourquoi une double peine et pourquoi punir 40 000 personnes ? Moi je ne comprends pas, j'ai du mal avec ça. Je reviens de Suède, ce week-end j'ai vu le derby de Stockholm entre Djurgården et l'AIK, et le match a été stoppé 19 minutes suite à des jets de fumigène entre supporters rivaux. Il faut savoir que le match a repris, qu'il n'y a personne qui a été blessé. Même lors des échanges de fumigène, personne n'a été blessé. Les policiers ont sorti leur matraque uniquement au dernier moment pour faire refluer les supporters. C'était au bout de 15 minutes. Et donc, ça s'est très bien passé. Voilà. La violence, elle existe dans tous les championnats. Elle a toujours, on ne peut pas parler de retour des hooligans. Le hooliganisme existe en France depuis 40 ans. Il n'y a pas de retour de hooligans. Il y a des transformations du supporterisme radical et notamment du hooliganisme. On a aujourd'hui un hooliganisme 2.0. Il faut savoir que les événements lors d'Angleterre-Russie, avec cette centaine à peu près d'hooligans russes, ont donné une nouvelle dynamique au hooliganisme, mais il n'y a pas un retour du hooliganisme. La violence a toujours accompagné le football. Je vous donne juste un exemple. En 1884, lors de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre
Blackburn Olympic Notts County, la foule jette des projectiles sur les joueurs de Nottingham. L'année suivante, les spectateurs envahissent le terrain et attaquent les joueurs de Preston à Aston Villa. Voilà, ça c'est à la fin du 19e siècle. On a toujours eu de la violence. La violence et le football sont un couple qui fonctionne bien, malheureusement. Oui, mais la violence, comme on l'entend ou comme on l'imagine avec les fameux hooligans, c'est-à-dire des gens qui sont masqués, qui portent des écharpes, qui sont armés la plupart du temps, soit des armes blanches, soit des barres de fer, qui se tapent dessus, qui s'entraînent même pour cela. En France, on n'en avait pas entendu parler depuis des années. Sébastien Louis. On avait même eu l'impression que ça avait été éradiqué dans certains stades. Le Parc des Princes, par exemple, il y a quelques années, parce qu'il y avait eu des incidents, il y avait eu même la mort d'un supporter. Le plan Le Pro. Donc, le plan Le Pro, absolument. Vous êtes en train de nous dire que ça a toujours existé et que ça existe toujours. Donc, est-ce que cela revient à dire que les hooligans 2.0 sont ces gens qui supportent plus ou moins une équipe, mais qui se retrouvent sur des aires d'autoroute ou dans des camps désaffectés et se tapent dessus? C'est ça les hooligans, en fait? C'est un petit peu plus compliqué. Déjà, il faut distinguer parmi les supporters radicaux. Il y a des ultras et des hooligans. Les ultras vont au stade pour encourager leur équipe de toutes les manières et parfois, certains se prêtent à des actes de violence. Voilà. Les hooligans vont au stade pour affronter l'autre groupe de hooligans adverses ou alors en dehors des stades. Il faut savoir également que certaines tribunes, depuis longtemps, et c'était le cas au PSG jusqu'au plan Le Pro, étaient des fiefs du hooliganisme. Le hooliganisme est né à Paris, on peut dire que son acte de naissance était début des années 80, et donc pendant 30 ans, effectivement, le Parc des Princes a connu de graves problèmes de hooliganisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas répandu dans d'autres villes, que ce soit à Lille, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Lyon, il y a toujours eu des noyaux de hooligans. On se rappelle des incidents graves lors de Lyon-Beşiktaş, avec aussi notamment des gros problèmes d'organisation, PSG Galatasaray, également des graves affrontements en tribune, sans compter PSG Tel Aviv, avec des affrontements en tribune et à l'extérieur du stade, qui vont voir un supporter du PSG tué par un policier. Bref, la violence en France existe depuis toujours. Il y a eu peut-être une impression qu'il y a eu moins de violence à un moment donné, effectivement. Ces dernières années, pardonnez-moi, je vous coupe Sébastien Louis, mais ces dernières années, ces 3-4 dernières années, quels sont les incidents graves de violence qui ont existé en France? Les graves incidents, c'est les derniers que l'on a vus, bien évidemment, lors de Nice-Cologne, mais il faut savoir que là, il y a des problèmes avec, les policiers l'ont dit, avec un sous-effectif policier et une très mauvaise préparation du match. Et on l'a vu, la plupart des incidents en France que l'on a eu ces derniers mois sont liés à des mauvaises préparations du match, que ce soit Lens-Lille avec l'invasion de terrain des supporters, avec pas de no man's land entre les supporters de Lille et de Lens, comme ça ils peuvent se confronter. La même chose pour Nice-Marseille avec des supporters qui vont sur le terrain très facilement. Donc voilà, il y a des problèmes d'organisation en France qui existent, mais comme je dis, déjà ça existe dans tous les championnats. Nous, malheureusement, on l'a vu lors de la finale de la Ligue des Champions, ça aurait pu être très grave, parce que justement, ce jour-là, le dispositif de sécurité n'était pas du tout adapté. Et juste, je tiens à le rappeler, la veille de la finale, des sociétés de sécurité privée avaient mis des annonces sur des portails de sécurité privée pour recruter encore des stewards. Il y avait des stewards qui n'avaient jamais mis les pieds dans un stade. Comme je vous dis, je reviens de Suède. Les gens qui travaillent dans les stades sont des gens qui sont formés. Au Danemark, les gens sont payés. Ils doivent suivre des formations chaque année. En France, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sont des bénévoles. Tout simplement. Alors, ce n'est pas des bénévoles, non, ce sont des gens qui sont payés, mais ce sont des gens qui sont payés au SMIC, qui sont recrutés au dernier moment. On a du mal à trouver des gens qualifiés, tout simplement. Et donc là, il faut se poser des questions. Si on veut organiser des matchs dans des bonnes conditions, il faut effectivement, en amont, préparer ces matchs.